Il a forcé mon coffre-fort comme si de rien n'était, sans demander, sans même avoir l'air honteux. Je l'ai donné à ta sœur, a-t-il dit, tenant mon enveloppe d'argent liquide, comme si ce n'était pas mon avenir qu'il tenait entre ses mains. Sa boutique de bougies est plus importante que tout ce que tu avais prévu. 28 000 $ envolés. Je suis resté là figé, comme si en restant immobile assez longtemps, peut-être que la trahison ne serait pas réelle. Mais c'est alors que grand-père est entré sa canne, tapant sur le parquet. Le regard perçant, il a regardé papa et a demandé doucement « Où est le fonds pour les études que je t'avais confiées ?» Et à cet instant, mon père l'homme, qui avait toujours une raison, une leçon, une excuse, est devenu blême. Je m'appelle Alina West. Et si vous pensez savoir comment cela se termine, restez attentifs. Que se passe-t-il lorsque les personnes qui vous ont élevé vous ont aussi volé? Tout a commencé par la confiance, et cela s'est terminé par un code que je n'aurais jamais dû partager. Pendant 2 ans, j'avais travaillé d'arrache-pied. Les bourses d'études ne couvraient pas tout. Alors j'ai été serveuse. J'ai donné des cours particuliers. J'ai fait des créations graphiques en freelance jusqu'à 3 heures du matin. J'ai empilé chaque dollar dans ce coffre-fort. 28 000 $. Chaque centime comptait double parce que je rêvais d'un diplôme d'études supérieures. Et il le savait. Il avait vu la lettre d'admission. Pourtant, il l'a choisie elle. Ce n'est pas personnel, a-t-il dit en agitant la main. Elle en a plus besoin. Toi, tu t'en sors toujours. Aucune excuse, aucune culpabilité, juste un sentiment de droit. Mais c'est alors que grand-père est intervenu, sa voix basse, d'un calme mortel. C'était son argent, Franck. Et une partie était à moi. Tu te souviens du chèque que je t'ai donné à garder au cas où. La gorge de papa a fait un bruit sec quand il a dégluti. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne m'avait pas seulement volé moi. Il l'avait volé lui aussi. Et soudain, je n'étais plus seul. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé qu'il me le rende. Je me suis juste assise. J'ai souri. Parce que le chaos, il ne faisait que commencer. Papa a bafouillé. Le fonds pour ses études. J'ai utilisé une partie pour l'aider à démarrer. Juste un prêt. Grand-père n'a pas scié, n'a pas bronché. Franck, ce n'était pas à toi de le prêter. Silence. Le genre de silence qui n'existe qu'entre un père et un fils quand l'un vient d'exposer l'autre. Ma mère est entrée ensuite tenant du linge comme un bouclier. Elle a senti la tension à regarder entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père s'est tourné lentement vers elle. Savais-tu qu'il a ouvert le coffre d'Alina, pris ses économies et utilisé le fonds que je lui avais donné pour financer une entreprise de bougies? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais elle n'a pas nié ce qui signifiait qu'elle savait. Toutes ces fois où elle disait « Ne fais pas de scène », laisse-la juste profiter de son moment. Elle ne maintenait pas la paix. Elle gardait des secrets. Je me suis levé toujours calme. Il ne s'agit pas seulement d'une boutique de bougies. Il s'agit de chaque fois que vous m'avez dit que j'étais égoïste de vouloir une vie qui ne dépendait pas de l'assistanat. Chaque fois qu'on m'a dit d'attendre, de comprendre, de me sacrifier. Ma sœur n'était pas à la maison. Elle était probablement dans son nouvel atelier rempli de bocaux que j'avais financé sans le vouloir. Probablement en train de dire à ses amis « Papa croit en moi ». Il croyait tellement en elle qu'il a joué avec la confiance de 2 générations. Et maintenant, grand-père était assis sur le canapé, sortant son vieux carnet en cuir. Il a tourné les pages jusqu'à ce qu'il trouve celle marquée « Études, Alina ». Il a pointé le chiffre du doigt. 15 000 $. C'est ce que je t'ai donné, en toute bonne foi pour elle. Papa s'est frotté le visage. Je pensais le remettre avant qu'elle ne s'en aperçoive, avant que je ne m'en aperçoive. Comme si j'étais juste censé continuer à travailler, à économiser,
sans jamais réaliser que les fondations avaient déjà été retirées de sous mes pieds. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement sorti mon téléphone, ouvert l'appareil photo et pris une photo de la page du carnet avec l'écriture de grand-père. Une preuve. Parce que je savais que cette histoire était sur le point de dégénérer. Et quand cela arriverait, je ne serais pas celle qui serait prise en train de mentir. Au matin, la maison bruissait de murmures. Ma mère cuisinait comme si de rien n'était, des œufs qui grésillaient, la radio qui fredonnait, mais son regard ne croisait pas le mien. Papa était déjà parti. Ou peut-être se cachait-il. Et grand-père, il était assis dans la véranda, sirotant un café noir, feuilletant de vieux registres, comme s'il s'agissait de dossiers de preuves. Je l'ai rejoint silencieuse au début. Puis il a dit « J'ai confié à ton père quelque chose de sacré. Il l'a transformé en une faveur. » Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Il m'a regardé et a ajouté « Et toi, tu ne m'as jamais demandé un centime. » Cela m'a piqué plus que tout parce que j'avais ma fierté. Je ne voulais pas être une autre main tendue dans la famille. Je ne voulais pas être comme elle. Ma sœur, la préférée, la rêveuse, la fille qui échouait toujours vers le haut. Pendant que je rationnais l'argent de l'essence pour aller au travail, elle obtenait de la peinture fraîche, de la cire artisanale et des emballages de marque. Tout cela payé avec de l'espoir volé. « Tu penses que je devrais aller lui parler ?» ai-je demandé. Grand-père a secoué la tête. « Non. Laisse-la le découvrir de la même manière que ton père quand le sol commencera à se fissurer sous ses pieds. » J'ai froncé les sourcils. « Je ne veux pas de vengeance. » Il a souri lentement et a dit « Tu n'as pas besoin de vengeance, Alina. Tu as juste besoin de la vérité. Et peut-être d'un peu de révélation. » Ce mot « révélation » est resté gravé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à fouiller dans l'historique des transactions. Le coffre-fort était à moi, mais l'enveloppe à l'intérieur, étiquetée de ma main, avait été photographiée. Dieu merci, des mois auparavant, horodatée, identifiée. J'avais aussi encore les reçus par courriel de chaque petit boulot, de chaque contrat en freelance. Cela brossait un tableau, et ce tableau disait que ce n'était pas juste un partage familial. C'était du vol. Puis j'ai vérifié l'Instagram de la boutique de bougies. C'était là une photo sous une lumière douce de ma sœur avec sa nouvelle étagère. En légende, j'ai manifesté ce moment. Tout ça grâce à un travail acharné et à la fois un travail acharné. J'ai fait une capture d'écran de la publication, puis j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai nommé « Héritage de mensonges ». Parce que s'il voulait que cela reste privé, il n'aurait jamais dû allumer la mèche. Je n'ai rien publié. Pas encore. Parfois le silence exerce plus de pression que le bruit. Mais j'ai commencé à envoyer quelques messages discrets au directeur du fonds de bourse qui m'avait un jour demandé de parler de la résilience financière. À l'organisation à but non lucratif qui avait présenté l'entreprise de ma sœur comme une réussite de femme entrepreneur autodidacte. Au collège communautaire que ma sœur prétendait avoir quitté pour suivre sa passion. Je n'ai pas accusé. J'ai juste posé des questions, joint quelques reçus, laissant la vérité se propager lentement comme une onde. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto d'elle. « Salut, peux-tu passer à l'atelier aujourd'hui? Je veux te montrer la nouvelle ligne de bougies. Et aussi, je voulais juste qu'on parle. Parler. » C'est drôle, comme ça arrive toujours, après que les fissures apparaissent. J'y suis allé. Elle m'a accueilli à bras ouverts. Une fausse odeur de lavande dans l'air, un brillant à lèvres parfait, un t-shirt proclamant « Boss Babe Energy ». « Alina », a-t-elle dit, « je sais que les choses ont été tendues, mais je veux juste qu'on se soutienne mutuellement dans nos rêves.
J'ai regardé autour de moi. Des tables en bois, des bocaux personnalisés, des étiquettes de produits neuves. Belle installation, ai-je dit. Ça a l'air cher. Elle a ri. Enfin, j'ai travaillé pour ça. J'ai penché la tête. Vraiment? Parce que j'ai vérifié la licence de ta société. Les fonds de démarrage provenaient d'un compte que tu n'as pas ouvert. Son sourire s'est effacé. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-elle marmonné. Je pensais qu'on pourrait peut-être organiser une boutique éphémère ensemble, ou quelque chose comme ça. Tu es doué pour l'image de marque. Je me suis approché. Tu sais ce pourquoi je suis doué documentaire chaque dollar que j'ai jamais gagné. Chaque chèque que grand-père a jamais fait. J'ai sorti un relevé de transactions imprimé, je l'ai posé sur le comptoir parfumé à la cire. Elle l'a parcouru, puis a dit la chose qui m'a fait réaliser qu'elle était exactement comme lui. Papa a dit que tu ne t'en apercevrais pas. C'est là que j'ai su qu'elle ne se sentait pas mal. Elle se sentait prise au piège. Alors je suis parti, sans claquer la porte, sans dire un mot. Mais dès que je suis sorti, j'ai tout transféré à grand-père. Et puis j'ai appelé l'avocat. Parce que la confiance est fragile. Mais les traces écrites, elles sont infaillibles. Le bureau de l'avocat sentait les vieux livres et les nouvelles décisions. Il a lu les dossiers, lentement ses lunettes basses, sur le nez des impressions, des relevés bancaires, des captures d'écran, une piste documentaire cousue de trahison. Finalement, il a levé les yeux. Vous avez assez ici pour une poursuite au civil, surtout si les fonds ont été volés et utilisés sans votre consentement. J'ai hoché la tête. Je ne veux ruiner personne, mais je ne les laisserai pas réécrire l'histoire. Parce que c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas? Réécrire, recadrer, remodeler la vérité, jusqu'à ce que la victime devienne le méchant et que le voleur devienne le rêveur. Pas cette fois. Ce soir-là, grand-père et moi étions assis dans le salon. Pas de télévision, pas de bruit, juste le faible grondement du tonnerre au loin. J'ai fait une erreur en lui faisant confiance, a dit grand-père. Ton père a toujours voulu paraître généreux, mais il utilisait le portefeuille des autres pour le faire. Je n'ai pas répondu car c'est exactement ce qu'il m'avait fait. Mon portefeuille, mon sacrifice déguisé en l'histoire de la réussite de quelqu'un d'autre. Puis grand-père a mis la main dans la poche de son manteau, en a sorti un chèque. En blanc. Je reconstitue le fonds moi-même. À ton nom. Je l'ai regardé fixement, j'ai secoué la tête. Je ne veux pas de ton argent. Je veux récupérer mon nom. Il a souri. Alors utilise-le pour ça. Dépose la plainte. Fais-le avec éclat. Fais savoir aux gens ce qui arrive quand on vole l'avenir d'une fille et qu'on appelle ça la famille. Le lendemain, j'ai déposé la plainte. Ce n'était pas un procès pour de l'argent. C'était pour une restitution, pour une reconnaissance. Et dès que le courriel est arrivé dans leur boîte de réception, la panique a commencé. Maman a appelé. « Alina, c'est extrême. Tu déchires la famille. » Ma réponse, « Non, maman, je m'assure juste de ne plus être la colle. » Ma sœur a publié une citation profonde sur la page de sa marque de bougies. Certaines personnes construisent, d'autres brûlent. Drôle venant de quelqu'un qui a allumé la mèche avec l'argent de mes frais de scolarité. Mais je n'ai pas répondu. À la place, j'ai rédigé un unique courriel à la même organisation à but non lucratif qui lui avait donné la vedette des mois auparavant. J'ai joint les reçus. Au matin, l'organisation avait répondu. Nous vous remercions d'avoir porté cela à notre attention. Nous ne savions pas que la source de financement avait été présentée de manière erronée. Nous suspendons toutes nos collaborations jusqu'à nouvel ordre. J'ai fixé le courriel pendant un moment, non pas avec joie, non pas avec vengeance, mais avec soulagement. Parce que cela signifiait que je n'étais pas folle. Cela signifiait que le monde voyait enfin ce que je chuchotais
dans mes oreillers depuis des années. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai enregistrée dans le même dossier « Héritage de mensonges ». Plus tard cet après-midi-là, je suis passé devant la boutique de bougies, non pas pour jubiler, juste pour sentir l'énergie changer. Les fenêtres étaient toujours garnies de ces bocaux, mais le panneau « Fermé aujourd'hui » était suspendu comme un point d'interrogation. Les lumières étaient tamisées et sur le perron, une boîte en carton de fourniture retournait les étiquettes encore neuves. À l'intérieur, je pouvais voir quelques-unes des bougies de marque autodidacte qu'elle avait exhibées en ligne. L'étiquette sur un des bocaux avait commencé à se décoller. Cela semblait symbolique. Je n'ai pas frappé. Je n'en avais pas besoin. 2 rues plus loin, je me suis assise dans un café. Grand-père m'y a retrouvé. Il a commandé un café noir. J'ai commandé un café glacé extra sucré. J'ai entendu dire qu'elle perd des fournisseurs, a-t-il dit en lisant sur mon visage. J'ai hoché la tête. Elle a fait trop de promesses. Il s'avère qu'on ne peut pas bâtir une entreprise sur des mensonges empruntés. Il m'a regardé attentivement. Ça va, j'ai bu une gorgée lentement. Je pensais que je me sentirais satisfaite, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que je n'essayais pas de gagner. J'essayais juste d'être vu, de compter. Grand-père a tapé une fois avec sa canne. Tu as toujours compté. Tu as simplement enfin arrêté de leur demander la permission. J'ai regardé par la fenêtre. 2 filles de mon âge riaient leurs carnets ouverts, planifiant probablement des avenirs qu'elles pensaient encore être les leurs. Pendant une seconde, j'ai souhaité avoir encore ce genre d'innocence. Mais ensuite, je me suis souvenu que je n'avais pas perdu mon innocence. Je l'ai échangée contre de la clarté. Et maintenant, je n'avais aucune dette, aucune illusion, et plus personne ne pouvait déformer mon histoire sans d'abord se heurter à mes reçus. La lettre est arrivée dans une enveloppe crème. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une écriture que je connaissais par cœur, celle de mon père. Je l'ai ouverte lentement. « Alina, tu as fait valoir ton point de vue. Mais si cela devient public, ça ruinera ta sœur. Ça humiliera la famille. J'ai eu tort. Mais ça, c'est de la cruauté. S'il te plaît, sois meilleur que moi. Papa, je l'ai plié une fois, puis une autre, puis je l'ai rangé dans le dossier avec tout le reste. Non pas pour la conserver, mais pour me rappeler à quoi ressemble la culpabilité quand elle veut garder le contrôle. Il demande toujours pitié après avoir passé des années à considérer votre silence comme acquis. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai reçu un courriel le lendemain d'un conseil de donateurs universitaires. Un des vieux amis de grand-père avait entendu ce qui s'était passé. Il a fait suivre l'histoire de ma candidature, la version complète. Avec ma permission, ils l'ont publiée sur le site de leurs anciens élèves. Elle a cumulé 3 emplois économisés 28 000 $. Sa famille les lui a pris, mais elle s'est quand même présentée, reçue en main, la tête haute. C'est devenu viral au sein du réseau académique. Et puis le vrai message est venu du doyen de l'UCLA. Alina, nous aimerions vous offrir une bourse au mérite couvrant la totalité des frais de scolarité. Votre histoire nous est parvenue et elle mérite une fin qui reflète votre force. J'ai fixé le courriel pendant 5 minutes avant de pleurer. Parce que pendant tout ce temps, je pensais que la justice ressemblait à de la vengeance. Mais parfois, la justice, c'est simplement d'être vu bruyamment, publiquement, et sans excuse. J'ai appelé grand-père. Je l'ai eu, ai-je dit la voix brisée. Il n'a pas demandé quoi. Il a juste répondu, « Je te l'avais dit, la vérité finit toujours par se montrer. Elle est peut-être en retard, mais elle finit toujours par frapper à la porte. » Ce soir-là, ma sœur a publié une nouvelle vidéo.
Pas de bougie, pas d'atelier, juste elle en promenade, les lèvres serrées, la voix douce. Parfois les gens essaient de démolir votre rêve parce qu'ils ne peuvent pas en construire un pour eux-mêmes. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce que je ne me battais plus. Je faisais mes valises. l'UCLA m'attendait. La dernière chose que j'ai emballée était une photo. Moi à 14 ans avec mon appareil dentaire et tout debout entre maman et papa tenant mon premier bulletin d'honneur. À l'époque où je pensais que l'amour se gagnait par la réussite. À l'époque où leur approbation me semblait aussi vitale que l'air. Je l'ai glissé dans un livre et j'ai fermé la fermeture éclair de la valise. Grand-père m'a conduite à l'aéroport. Aucun de nous n'a beaucoup parlé jusqu'à ce que nous arrivions au terminal et qu'il coupe le moteur. « Tu es sûr que ça va ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je ne pars pas avec de la haine, juste avec une histoire. Il a souri. Tu n'as jamais été censée rester petite, juste pour qu'il soit à l'aise. Je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai murmuré « Merci de m'avoir vu quand eux ne le faisaient pas. » À l'intérieur du terminal, mon téléphone a vibré. Un nouveau message de papa « Nous serons toujours ta famille. Souviens-toi juste de qui t'a aimé en premier. » Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Parce que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est un moyen de pression. Et je m'en étais enfin libéré. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé la ville en bas. Les promesses brisées, le vol silencieux, le coffre-fort que je n'ouvrirai plus jamais. Je ne ressentais aucun regret. Je ne ressentais aucune rage. Juste une étrange sorte de paix, comme si j'avais enterré quelque chose que je n'avais jamais eu à porter en premier lieu. À l'UCLA, je suis entré sur le campus seul, mais pas vide. Dans mon sac se trouvait la lettre de bourse, ma propre bague en diamant de nouveau départ, celle que grand-père m'a offerte pour plaisanter, et une unique bougie de sa boutique. Pas pour la garder pour me souvenir. Même la cire fond sous la chaleur. Mais certaines femmes... Nous nous aiguisons. Donc non, je n'ai pas obtenu justice d'eux. Je l'ai trouvée en moi.